Bonjour et bienvenue sur misesenforme.ca. Mon nom est Charles Lamontagne, entraîneur personnel. Et aujourd'hui, troisième entrevue d'une série de trois sur les mythes et réalités dans le domaine de l'entraînement. On est aujourd'hui avec Martin Lucier, co-auteur de la série de livres Mythes et réalités sur l'entraînement. Si vous avez raté nos deux dernières entrevues, la première entrevue était sur le premier livre de Martin, qui a écrit avec Pierre-Marie Toussaint. Et premier livre qui s'appelait Mythes et réalités sur l'entraînement physique. Donc, ça couvrait tout le domaine de l'entraînement. Deuxième livre sur les mythes et réalités sur la musculation. Et aujourd'hui, on va couvrir mythes et réalités sur la course à pied. Donc, pour chacune des entrevues, on utilisait toujours trois mythes tenaces qui sont encore véhiculés dans le domaine de l'entraînement. À l'intérieur des livres de Martin et Pierre-Marie, il y a au-dessus de 50 mythes et réalités qui sont débusqués, donc qui sont répondus. Et nous, on essaie d'en couvrir trois aujourd'hui dans l'entrevue sur la course à pied. Donc, comment ça va, Martin? Ça va bien, Charles? Toujours prêt à répondre à mes questions? Bien sûr. Excellent. Donc, si vous avez raté les autres entrevues, Martin est professeur à l'Université de Montréal depuis plusieurs années et également là, entraîneur personnel kinésiologue depuis encore plus d'années, je pense. Combien de temps encore, Martin? Environ 20 ans. Environ 20 ans. Donc, pas mal d'expérience en arrière de la cravate pour Martin. Donc, trois questions aujourd'hui sur la course à pied. Première question, la course à pied, est-ce que ça use les genoux, Martin? Ah, on l'entend souvent, celle-là. Donc, quand on parle d'usure, on fait référence en termes médicaux plus à de l'arthrose. OK. Donc, l'arthrose, c'est la dégénérescence d'une articulation, principalement le cartilage de l'articulation. Le cartilage a comme rôle de protéger une articulation, comme au niveau du genou pendant la course, ben, le cartilage va permettre d'absorber, entre autres, les chocs, d'éviter qu'il y ait un frottement entre les différents os, par exemple l'os de la cuisse, le fémur, et le tibia au niveau de la jambe. Ce qu'on sait présentement, c'est que chez les coureurs, lorsqu'on compare des coureurs de longue date et des non-coureurs, ben, il n'y a pas plus d'arthrose au niveau du genou chez les coureurs que chez les non-coureurs. OK. Donc, c'est vraiment faux de croire que c'est une fatalité que la course à pied use les genoux. On n'a pas à avoir cette crainte-là qui est absolue. Toutefois, il y a certaines choses qu'il faut tenir en ligne de compte. Il y a certains facteurs qui peuvent augmenter le risque d'arthrose chez les coureurs. Un facteur important, c'est le surpoids. Donc, une personne qui a un surpoids ou de l'obésité, par exemple un indice de masse corporelle au-dessus de 30, plus la personne a un surpoids important, plus le risque de développer de l'arthrose, tant au niveau du genou que de la hanche, que du bas du dos, même des chevilles, augmente à la course à pied. D'ailleurs, il ne serait pas nécessairement recommandé aux personnes avec un surpoids important de faire de la course. Ce serait préférable de faire des activités physiques aérobies, bien sûr, qui vont engendrer une bonne dépense énergétique, mais sans impact. Donc, par exemple, la natation serait plus appropriée, du vélo serait plus approprié, les appareils cardiovasculaires comme l'elliptique, par exemple, le rameur. Donc, ce seraient des activités qui seraient plus adaptées à la condition de la personne qui a un surpoids. D'autres facteurs à considérer aussi, la femme, entre autres, a souvent ce qu'on appelle un angle Q plus prononcé. Donc, l'angle du quadriceps, donc l'angle que fait le fémur, l'os de la cuisse, au niveau entre le bassin et le genou. Souvent, le bassin chez les femmes va être un petit peu plus large et un petit peu plus ouvert. Et bien évidemment, pour leur permettre d'accoucher. Donc, cette position, cette structure anatomique-là fait en sorte que lors de la course à pied, ça augmente le risque de voir un désalignement corporel. Donc, le genou peut plus facilement entrer à l'intérieur. Donc, le genou soit désaligné avec l'axe entre la cuisse et la jambe. Donc, cette situation-là fait, lorsqu'on répète sur de nombreuses foulées, accentue le risque de blessure au genou, entre autres d'arthrose. Pour limiter le risque de blessure, un facteur qui est important, autant chez les personnes qui ont un angle Q prononcé que même chez les autres, c'est l'endurance musculaire et la force musculaire. Okay. On sait que chez les personnes qui ont une faible endurance et une faible force, par exemple du quadriceps, ben on a 5 fois plus de risque d'avoir des blessures au genou pendant la course à pied. Ischio janvier, les muscles en arrière de la cuisse, c'est 3 fois plus de risque lorsque ces muscles-là sont pas assez forts ou pas assez endurants. Donc, c'est des facteurs importants à considérer.
considérer. D'autres choses à regarder, évidemment, c'est la progression en entraînement. Si on est un débutant en course à pied, mais c'est important d'être progressif pour limiter le risque de blessure, donc le risque d'arthrose. Donc, il faut y aller peut-être 2 à 3 fois maximum par semaine au début, limiter la durée d'effort peut-être à 15 minutes et progressivement essayer d'augmenter la fréquence, d'augmenter la durée et même d'augmenter l'intensité, c'est-à-dire la vitesse de course. Donc, au début, on veut courir très lentement et progressivement, on pourra essayer d'augmenter la vitesse. Donc, c'est important d'avoir une surcharge qui est progressive. Encore d'autres facteurs qui sont à considérer, peut-être aussi la surface de course qu'on utilise. Courir toujours sur le trottoir, donc tout en ciment, c'est une surface qui est très dure. Donc, sur l'asphalte aussi, c'est une surface qui est très dure, qui fait en sorte que lorsqu'on a un impact avec le sol, l'impact va toujours être pareil. Un impact qui est toujours identique augmente le risque de blessure aussi. Donc, versus une surface qui est un petit peu plus molle, comme peut-être courir sur de la terre battue ou de la gravelle, ce serait peut-être moins à risque de blessure pour le genou. Attention aux surfaces qui sont trop inégales, par contre, comme courir sur le gazon ou courir encore pire Bon, on vient d'avoir un petit problème technique momentanément. Par contre, Martin, tu avais pas mal fini de répondre à la question numéro 1? Oui. Bon, très bien. Donc, on va pouvoir tout de suite passer à la question numéro 2. Et c'est intéressant parce que tu parlais de surface sur lesquelles courir. Et souvent, là, c'est très à la mode ces temps-ci, les chaussures minimalistes. Il n'y a rien de mieux pour courir. Donc, je pense que ça va pas mal dans le même courant. Qu'est-ce que tu penses de ça, Martin? Oui, ça, c'est sûr que les chaussures minimalistes, c'est très à la mode, puis on se pose beaucoup de questions là-dessus. Les 2 questions peut-être les plus importantes qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces chaussures-là, par rapport aux chaussures traditionnelles, vont diminuer, vont réduire le risque de blessure? Puis l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces chaussures-là sont meilleures pour la performance? Est-ce qu'on va courir plus vite avec ces chaussures? Débutons avec le risque de blessure. Présentement, il y a eu quelques études avec les chaussures minimalistes et les chaussures dites traditionnelles. Mais peut-être avant de parler directement des résultats, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, la chaussure minimaliste, c'est une chaussure qui est très légère et qui n'a pas de dénivelé au niveau du talon. Donc, il n'y a pas une partie absorbante au niveau du talon comparativement à la chaussure traditionnelle. C'est une chaussure qui est extrêmement souple, qui a comme objectif un peu de mimer la course pieds nus. C'est un peu l'objectif de la chaussure minimaliste. Celles qui sont bien connues, c'est celles où on peut insérer les orteils dans la chaussure comme un gant. Donc, les études qui ont regardé au niveau du risque de blessure, n'ont pas arrivé à des résultats clairs pour dire « Ah oui, la chaussure minimaliste, c'est ce qu'il y a de mieux pour réduire le risque de blessure » ou « Ah non, c'est vraiment la chaussure traditionnelle ». Par contre, ils ont quand même trouvé des situations, des résultats qui sont intéressants. On a trouvé peut-être un petit peu plus de risque de blessure au niveau du genou, au niveau de la hanche, au niveau du bas du dos, avec le port d'une chaussure traditionnelle. Puis versus ceux qui portaient des chaussures minimalistes, un petit peu plus de risque de blessure, peut-être au niveau de la jambe, donc comme au niveau du mollet, le tendon d'Achille, au niveau du pied, donc sous le pied, une fasciite plantaire par exemple, ou encore micro-fracture au niveau d'un des os du pied, peut-être un petit peu plus à risque avec la chaussure minimaliste. Ça peut être dû à la chaussure, mais ça peut être dû aussi à la façon de courir. Parce que quand la plupart des coureurs qui vont utiliser la chaussure minimaliste vont avoir tendance à avoir un appui du pied au sol par l'avant. Et donc, la technique change. Cette technique-là, peut-être, influence le risque de blessure. On sait que les personnes qui font des très, très grandes foulées, qui atterrissent sur le talon avec le pied très pointé, le genou complètement en extension, on sait que le risque de blessure augmente. Chaussures minimalistes, traditionnelles, whatever, cette technique de course-là présente quand même certains risques de blessure. Chose certaine, avec les chaussures minimalistes, pour ceux qui sont intéressés de les utiliser, ce qui est très, très, très important, c'est d'y aller progressivement. Mais quand on dit progressivement, c'est très progressivement. Il y a une étude qui a démontré que l'utilisation progressive des chaussures minimalistes sur une période de 10 semaines n'était pas suffisante pour prévenir le risque de blessure. Donc, il faut qu'encore cette utilisation-là soit plus progressive que 10 semaines. Donc, vous devriez prendre peut-être tout un été pour de plus en plus utiliser votre chaussure minimaliste.
Donc, au niveau de la fréquence, au début, pas plus qu'une fois par semaine. La durée, très, très courte. C'est recommandé, par exemple, de ne pas faire plus qu'une minute à la fois avec une chaussure minimaliste. Les intensités, courir à basse vitesse, même commencer à marcher avec la chaussure minimaliste, ensuite courir à basse vitesse, progressivement augmenter la vitesse. Les surfaces utilisées, commencer avec des surfaces plus molles pour attendre vers des surfaces peut-être un petit peu plus dures. Donc, c'est très important d'être progressif si on veut limiter le risque de blessure pour ceux qui veulent faire la transition d'une chaussure traditionnelle à une chaussure minimaliste. L'autre question, c'est la performance. Est-ce qu'on court plus vite? Donc, pour savoir si on court plus vite, si on va mesurer le coût énergétique. C'est-à-dire qu'on va regarder avec une chaussure traditionnelle, un coureur, le même coureur avec chaussure minimaliste. Normalement, il devrait avoir un coût énergétique plus bas avec la chaussure minimaliste pour qu'on puisse dire qu'il va avoir une meilleure performance. Qu'est-ce que ça veut dire, le coût énergétique? C'est la quantité d'oxygène qu'on va consommer. Moins on va consommer d'oxygène, ça veut dire moins d'énergie on va dépenser et mieux ça va être. Donc, on pourrait s'attendre avec la chaussure minimaliste qu'on consomme moins d'oxygène si on veut une meilleure performance. Et si on compare les chaussures minimalistes et les chaussures traditionnelles, on va se rendre compte que oui, le coureur va consommer moins d'oxygène, va dépenser moins d'énergie. Donc, pour une même vitesse, ça va être plus facile. Pourquoi? À cause du poids de la chaussure. Comme la chaussure est plus légère, on estime pour chaque 100 grammes de différence, on a une différence de coût énergétique de 1%, ce qui est non négligeable. La différence entre les chaussures minimalistes moyennes et les chaussures traditionnelles moyennes est d'environ 200 grammes. Donc, 2% de différence sur une performance, qui est quand même, qui peut être quand même assez important. Pour le marathon, ça peut être le fun. Oui, c'est ça. On peut aller chercher peut-être 4-5 minutes. Mais, par contre, c'est pas nécessaire absolument, si on veut aller chercher ce 2%-là, d'utiliser la chaussure minimaliste. On peut aussi utiliser le Racer. Donc, le Racer, c'est une autre chaussure de course qui est très légère, qui peut être presque aussi légère ou aussi légère qu'une chaussure minimaliste et qui va avoir un dénivelé un peu comme une chaussure traditionnelle. Donc, pour les personnes en quête de performance qui veulent avoir une chaussure plus traditionnelle, ils doivent se tourner vers une chaussure qu'on appelle un Racer. Bon, ben excellent. Martin, écoute, je pense que ça fait le tour de la question au niveau des souliers. Je pense que tu as très bien répondu. Et écoute, dernière question pour toi aujourd'hui. Pas facile de perdre de poids si seulement j'étais en meilleure forme. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus par rapport à la course, par rapport au fait également de perdre du poids? Et est-ce qu'on a besoin d'être en forme pour perdre du poids? Donc, beaucoup de personnes qui se lancent dans l'activité physique ont comme premier objectif de perdre du poids. Bon, pour la perte de poids, on est tout le temps dans la situation de balance énergétique. C'est-à-dire, d'un côté, on a l'apport, c'est-à-dire ce qu'on mange, ce qu'on absorbe comme énergie via la nourriture, et ce qu'on dépense. Donc, on dépense d'énergie au courant de la journée dans nos différentes activités et via nos activités physiques aussi. Donc, plus la dépense énergétique est importante en activité physique, c'est ça qu'on recherche. On cherche à augmenter la dépense énergétique pour créer une balance énergétique négative. Donc, on vise à avoir la plus grande dépense énergétique. Pour ça, pour y arriver, il faut faire des exercices qui sont cardiovasculaires. Idéalement, comme la course à pied, comme le vélo, comme la natation, ces exercices-là vont être idéaux pour faire une grande dépense énergétique. Par contre, un facteur qui est très important, c'est la condition physique de la personne. Une personne qui a une condition physique qui est faible n'aura pas la même capacité, donc ne pourra pas courir, par exemple, à la même vitesse. Une personne qui court à 10 km/h, puis une autre personne qui court à 20 km/h, pour un même poids, mais la personne qui court à 20 km/h dépense 2 fois plus d'énergie que la personne qui court à 10 km/h. Donc, on comprend que le niveau de condition physique va influencer de beaucoup la dépense énergétique. Et là, on parle juste de l'intensité. On peut parler de d'autres paramètres d'entraînement, comme la durée. Une personne qui est habituée de s'entraîner, s'entraîne régulièrement, va avoir plus de facilité à faire une activité cardiovasculaire pendant peut-être 1 heure. Le débutant, peut-être 15-20 minutes, ça va être suffisant au début. La fréquence d'entraînement aussi, un débutant, on va commencer 2 fois, 3 fois, 4 fois, pas plus. La personne qui s'entraîne vraiment régulièrement, 5-6 fois par semaine, le potentiel de dépense d'énergie augmente d'autant plus. Donc, plus on peut courir vite, plus on est endurant, plus finalement on va pouvoir faire des performances
et finalement brûler davantage de calories, c'est bien ça? Oui, plus on prend de l'expérience en entraînement, plus notre potentiel de dépense d'énergie augmente. Il faut savoir que souvent les débutants ont un niveau de motivation élevé en début d'activité physique, puis ça tend à s'estomper avec le temps. Ce qui est important chez ceux qui veulent perdre du poids, c'est d'avoir des objectifs à moyen terme, à long terme. Donc, on ne veut pas essouffler la motivation. Donc, c'est bien d'avoir une surcharge qui est progressive. Donc, on commence progressivement, c'est parfait. Et plus ça va, plus on va avoir la capacité d'augmenter la dépense d'énergie en fournant des efforts intenses, fréquents et de longue durée. Excellent, ça, Martin. Mais écoute, je pense qu'on a fait le tour de nos 3 mythes sur la course à pied. Je vais écrire l'adresse courriel à Martin en dessous du vidéo. Donc, si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations à son sujet pour pouvoir discuter avec lui, si vous avez quelconque question, vous pouvez toujours lui écrire directement ou écrire dans la section commentaires ici. Je lui enverrai finalement vos questions. Sinon, pour vous procurer son livre Mythes et réalités sur la course à pied, encore une fois, je vais essayer de peut-être mettre un lien. Sinon, vous pouvez écrire directement à Martin à son adresse courriel. Martin, je pense que tu as une banque de livres à ce moment-là que tu peux acheminer aux gens, c'est bien ça? Oui, tout à fait. OK, En très plus, bien. avec dédicace, ça. Bon, excellent. OK. Donc, on a l'avantage que vous allez pouvoir avoir le livre dédicacé par Martin directement. Et sinon, les livres sont disponibles non dédicacés, donc pas mal plus plate, à l'intérieur de la majorité des librairies au Québec. Donc, c'est des livres récents. Là. Le premier livre avait sorti en 2012, que tu me disais, et je crois que les 2 derniers ont sorti là, dans la dernière année, c'est bien ça? Oui, à l'automne 2013 pour Mythes et réalités sur la musculation, puis au printemps 2014 pour Mythes et réalités sur la course à OK. Je pense qu'il était dans les meilleurs vendeurs également. Là. D'habitude, quand je suis passé au Renaud-Bré, là, je les voyais sur le mur des meilleurs vendeurs. Donc, je pense que ça a quand même bien fonctionné, les livres. Et à l'intérieur de chacun des livres, vous avez 50, c'est bien ça, 50 mythes et réalités? Oui, tout à fait. Bon, très bien. Donc, si vous avez aimé les 3 mythes et réalités qu'on couvrait à l'intérieur de chacune des entrevues, ben, sachez qu'il vous en reste 47 à découvrir. Donc, c'est environ une page ou 2 pour pouvoir couvrir chacun des mythes et réalités. C'est très bien synthétisé et c'est toujours finalement là, avec l'information de 2 personnes qui sont professeurs à l'Université de Montréal. Donc, vous pouvez avoir la bonne information synthétisée pour vous. Donc, je vous suggère fortement, moi j'ai bien apprécié les livres de Martin et Pierre-Marie. Et encore une fois, si vous voulez vous les procurer, c'est disponible en librairie ou écrivez directement à Martin avec son adresse courriel pour avoir un exemplaire dédicacé. Autre chose à rajouter, Martin? Je te remercie, Charles. Ben, pas de problème. Merci à toi et à bientôt tout le monde.